Bienvenue au premier sommet des organisations durables organisé à Marseille, dont le thème est de la terre à la mer, place à l'action. Donc on est réunis aujourd'hui sur un plateau un peu particulier, un multi 50, un bateau de course, un voilier de course, qui est amarré au quai d'honneur dans le vieux port de Marseille, entre la mairie et la Bonne Mer. Alors Marseille, c'est un choix important pour ce premier sommet. Et on entend le Mistral d'ailleurs qui nous accompagne pour cette émission, parce que c'est une ville qui est tournée vers la mer bien évidemment, et aussi parce que et bien récemment les Marseillais ont donné le signal en nommant une équipe qui va devoir mener la transition écologique de la ville. Alors on est dans un contexte qui est un peu particulier, mais l'environnement c'est une urgence aussi, et c'est ce débat qu'on va poursuivre aujourd'hui avec nos 5 invités que je vais vous présenter. Alors, je vais commencer par Didier Réau. Donc, Didier qui est président du parc des Calanques et qui est aussi vice-président de la mer, du littoral et du cycle de l'eau à la métropole Aix-Marseille-Provence. Ensuite, il y a Christophe Caille, qui est le fondateur de Cap-Vert Énergie et aussi le président de l'association Entrepreneurs pour la planète. Nous avons ensuite Vanessa Robuski, qui est chef du restaurant marseillais Question de goût, pardon. Maxime Jacquier, qui est le directeur général du cabinet de conseil Layton, et qui justement accompagne les entreprises dans le financement de leur transition écologique. Et puis notre hôte sur ce bateau qui vient de remporter le Grand Prix de Brest, Arthur Levaillant, skipper engagé pour la protection des océans. Alors justement, Arthur, je vais commencer avec vous. Ça fait quelques années maintenant que vous militez, que vous passez le message sur l'urgence de se transformer. Vous naviguez depuis des années, donc vous avez eu l'occasion de parcourir de nombreux océans et de nombreuses mers. Et là encore récemment, pour nous rejoindre à Marseille, vous êtes parti de la Trinité, vous avez fait un grand tour océan et Méditerranée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a fait que voilà, aujourd'hui vous êtes à ce micro pour nous parler de protection de l'environnement? Bonjour Caroline, je suis très heureux de vous accueillir sur mon bateau et sur notre bateau d'ailleurs. Et d'être là à Marseille, c'est la tempête, mais on est très heureux d'être là. Comme vous le disiez, je viens de traverser, en fait, de venir de la Trinité-sur-Mer, de faire le tour de la Méditerranée, et je suis passé par un lieu qui est assez incroyable, qui est le détroit de Gibraltar, où en fait on se retrouve sur une autoroute de cargo, une autoroute pour ces supertankers qui traversent la Méditerranée et qui vont ensuite se déployer dans tout le monde. Et j'étais assez frappé de voir en fait cette folie du transport maritime et de ce, comment dire, de cette philosophie de vie qui pour moi ne fonctionne plus en fait, de consommer des produits manufacturés qui font le tour du monde pour revenir dans notre assiette. Je pense qu'il y a un gros problème là-dessus, et donc c'est toute une philosophie de vie à réinventer, des imaginaires à repousser pour se dire que ça sera la sobriété la clé d'un monde et d'un futur désirable. Et puis dans le même temps, on a vu aussi, et j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir dans un moment où le vent était très très calme, de pouvoir me baigner avec des cétacés. Et c'était un truc assez magique. C'était la première fois que je faisais ça. Et en passant un quart d'heure dans l'eau, une demi-heure dans l'eau, je regardais ces bêtes incroyables. Et autour d'eux, des déchets dans tous les sens, des sacs plastiques, des pailles, des mégots de cigarettes, alors qu'on était à 20 000 du large. Et en fait, je me rends compte depuis quelques années que ça ne s'arrête pas, qu'on en parle beaucoup, on évoque énormément ce problème, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie dans nos actions. C'est-à-dire que cette notion de temps long, elle est essentielle, et que ce qu'on fait maintenant, actuellement, tout de suite, et c'est maintenant qu'il faut le faire, ça aura un impact que dans 5, 10 ans, 20 ans, quoi. Et ce travail, il doit être fait et expliqué par les scientifiques, par
les politiques, par les sièges d'entreprise, par les sportifs, d'essayer de montrer l'exemple et d'expliquer qu'il y a une notion de temps long et d'inertie dans tout ce qu'on fait, quoi. Merci Arthur. Didier Réau, en tant que président du parc des Calanques, je suppose que vous vivez ça aussi au quotidien. Récemment, je crois que l'accès aux Calanques a été encore plus restreint, notamment pour les bateaux à moteur. Pourquoi cette décision? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette urgence? Il y a une contradiction, si vous voulez, entre l'attrait d'un espace naturel comme les Calanques, qui est naturel pour l'ensemble des populations. Et donc, on veut tous voir les Calanques, on veut tous voir les mêmes choses dans les Calanques, et on se retrouve tous au même endroit. C'est-à-dire sur 4 ou 5 spots terrestres et sur 4 ou 5 spots maritimes. Et donc, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, on a toujours du monde sur ces endroits-là. Et cet été, avec le confinement, le déconfinement, la volonté de prendre un bol d'air, tout le monde est venu effectivement sur ces quelques spots que sont Envaux, Porpin, Sormiou, Morgiou. Et puis en bateau, on a tous fait la navigation entre le Vieux-Port jusqu'à Cassis parce que, alors soit avec un transport de passagers, soit avec son bateau, soit avec un bateau qu'on a loué. Et on a constaté, nous au parc, par exemple, au Cap Croisette, que nous avions en 1 heure de temps sur une journée d'été, un passage de navire toutes les 15 secondes. Un navire toutes les 15 secondes. Donc c'est un peu Gibraltar avec les cargos, mais ça n'est plus possible de pouvoir avoir un espace naturel qui soit protégé, un parc national qui soit le moteur de la protection des espaces et de la nature et du développement de la biodiversité, et d'avoir une surfréquentation qui est finalement nuisible. La contradiction, elle est que nous protégeons la nature, développons la biodiversité, mais la deuxième mission du parc, c'est aussi de sensibiliser et accueillir le public pour lui donner la connaissance et la volonté de protéger cette nature. Donc il faut trouver le bon équilibre. Donc on a limité effectivement la capacité des propriétaires de bateaux de les louer. On l'a limité à 5 fois dans l'année. Parce que la mode aujourd'hui, c'est d'avoir un bateau, de le laisser en amarrage dans un port et puis de pouvoir le louer. Et comme les gens qui louent, généralement, ne savent pas aussi bien naviguer qu'Arthur, eh bien, ils prennent un skipper. Et donc, on loue finalement un bateau et un skipper en même temps. Et ça n'est plus possible dans le parc national des Calanques parce que c'est trop facile d'y accéder et que la mer, que la nature, ça se mérite un peu. Voilà, le mérite, c'est de savoir naviguer, c'est de savoir où est-ce qu'on va mouiller et éviter de mouiller dans les Posidonies. Donc c'est un peu notre travail, c'est pas de tout interdire, mais c'est pas non plus de tout laisser faire n'importe comment, n'importe quand, parce qu'on a envie de découvrir la nature. Et la découverte de la nature, encore une fois, ça se mérite. On a aussi à terre limité la capacité d'accès en fond de calanque des voitures, notamment. Ça va encore se renforcer dans les années qui viennent, parce que là aussi, vous ne pouvez pas aller comme au supermarché sur le parking et accéder tout de suite au rayon. Il vous faut marcher un tout petit peu et faire un effort pour trouver cette nature que vous pouvez apprécier encore, à condition que vous soyez dans cette logique d'arriver apaisé dans le lieu naturel. Voilà, c'est ça la logique du parc. Cette année, ça a été très compliqué. C'est pas que le parc national des Calanques, tous les espaces naturels en France sont dans la même logique. Et moi, qui suis président d'une association qui s'appelle Rivage de France, qui regroupe l'ensemble des gestionnaires des propriétés du Conservatoire du littoral, et bien de Perros-Guirec au sud-ouest jusque dans les Alpes-Maritimes et en Occitanie, on a eu une surfréquentation qui a été préjudiciable, notamment pendant les périodes de nidification des oiseaux, etc. Et je pense que nous aurons des idées à tirer de cette période qui a été exceptionnelle et qui doit nous permettre de réfléchir et de mettre en place des actions qui doivent aussi faire réfléchir tout à chacun sur l'approche de la nature et de l'environnement. Merci. Donc on voit qu'effectivement le sportif, l'organisation essaie de sensibiliser et en tout cas de nous faire consommer différemment notre environnement. Arthur, vous parliez du rôle des entrepreneurs. On a aujourd'hui des entrepreneurs qui sont déjà passés à l'action, qui ont déjà effectivement peut-être pris conscience il y a longtemps de la situation. Je voudrais m'adresser à Christophe Caille, en tant que fondateur de Cap Vert Énergie. Est-ce que quand vous avez fondé votre entreprise, vous aviez déjà conscience de ça et que vous vouliez justement produire de l'énergie renouvelable dans ce sens, ou c'était pour une autre raison?
Alors, en fait, moi, je suis chef d'entreprise depuis tout jeune, parce que j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années. Donc, ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise. Et au début, quand j'ai démarré, la conscience environnementale, je ne l'avais pas, parce que, effectivement, pour moi, pour beaucoup de chefs d'entreprise à cette époque-là, et encore il n'y a pas si longtemps, je laisse passer le vent, c'était pas la responsabilité des dirigeants d'entreprise que de s'occuper de la protection de l'environnement. C'était le travail des ONG, des associations, des pouvoirs publics. Mais donc c'est une conscience qui est arrivée un peu tard chez moi. Mais quand j'ai démarré Cap Vert Énergie, je l'ai fait en ayant cette conscience-là. Je pense que c'est l'approche de la quarantaine qui m'a fait prendre conscience me poser la question de savoir pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je créais ces entreprises, quelle était la finalité. Donc j'ai eu envie de donner du sens à ce que je faisais. Et assez naturellement, alors moi je suis surfeur, donc je vais souvent dans l'eau. Et il y a 15 ans, il y avait déjà les problèmes de pollution. Quand vous allez surfer ici à Marseille, il y a une plage qui s'appelle Épluchure, donc elle porte son nom, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Voilà, donc vous comprenez bien qu'il y a un problème de qualité de l'eau et de pollution. Et donc effectivement, moi j'ai pris conscience de l'enjeu, et quand j'ai créé Cap Vert Énergie, c'était vraiment pour répondre à ça. Mais avec la volonté d'apporter ma pierre à l'édifice. Et il y a 12 ans, quand j'ai créé Cap Vert Énergie, l'énergie renouvelable était considérée par beaucoup de gens comme un gadget. Et moi, j'avais envie, parce que je croyais à cette solution, à cette technique et cette technologie, comme étant une alternative à la production d'énergie à base d'énergie fossile. Et ce que je trouve intéressant, et ce qu'on arrive à démontrer, ce qu'on a réussi à démontrer avec les acteurs du secteur, c'est qu'on est parti de quelque chose qui paraissait pas réaliste, de dire on va faire de l'énergie renouvelable, enfin de l'énergie avec le soleil, et on est parti à l'époque où le prix de l'électricité était très très élevé, et on a réussi à démontrer que cette énergie, finalement, on pouvait la rendre compétitive, et faire en sorte que ça devienne une vraie solution. Et c'est, je pense, la force des entreprises, que d'être capable de transformer une idée en une réalité économique, et donc en une vraie solution pérenne et déployable. Et donc, pour moi, effectivement, les entreprises sont au cœur de cette problématique-là, et c'est le bras armé, pour moi, de la transition écologique. C'est nos entreprises qui concevons, développons, distribuons les produits et les services qu'on consomme tous. Et c'est nous qui avons la capacité à changer les choses rapidement en intégrant dans notre démarche. On parle d'économie circulaire, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'éco-conception. Si on est capable, si tous les dirigeants d'entreprise peuvent s'impliquer dans cette démarche-là et faire en sorte que quand on conçoit et qu'on distribue un produit, il soit plus vertueux, on va vraiment donner une alternative aux consommateurs qui en ont besoin. Voilà. Parce qu'en plus, on a la chance, depuis quelques années, de voir qu'il y a un alignement des planètes où les chefs d'entreprise ont envie de le faire. Les consommateurs attendent ces produits et les pouvoirs publics ont envie de pousser. Donc il y a capacité à faire des choses, à faire changer la donne et à aller vite. Merci. Et je crois que justement, Vanessa Robuski, vous, quand vous avez ouvert votre restaurant, la question ne s'est même pas posée. En fait, vous avez fait les choses différemment. Vous êtes parti dans ce qu'on pourrait appeler la gastronomie durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre quotidien de chef et comment vous travaillez sur cette vision plus durable de l'alimentaire ? Oui, bien sûr. Mais malgré tout, je rejoins quand même un petit peu ce que disait Christophe, c'est-à-dire que moi, j'ai ouvert, j'avais 25 ans. Et en effet, pour nous, c'était pas à nous de penser à l'écologie, en fait, et à la durabilité. C'était plus aux entreprises qui nous apportaient les produits. Mais là, on se rend compte depuis quelques années que tout le monde doit mettre un petit peu la main à la pâte et que, du coup, il faut qu'on s'y mette tous. Du coup, en retissant les liens, déjà en travaillant localement, pour éviter ce que disait Arthur tout à l'heure, la nourriture qui arrive par cargo, tout ça, on doit y toucher le moins possible. Après, il y a des choses, on ne peut pas faire autrement, les fruits exotiques, les choses comme ça, on ne peut pas vraiment faire autrement. Mais néanmoins, on peut travailler et tisser une toile aujourd'hui avec nos producteurs, avec nos fournisseurs, pour avoir des produits qui sont de saison et qui viennent
d'un périmètre peut-être de 150 km. Parce qu'au final, certains restaurateurs travaillent de manière différente, achètent tout en industrie et tout ça, mais le plaisir entre recevoir ces produits du producteur qui nous explique comment il les travaille, qu'est-ce qu'il y met, quelle variété, tout ça, on ne l'a pas ailleurs en fait. Donc du coup, c'est hyper important pour nous. Après, moi, c'est vrai que j'ai un concept de restaurant un petit peu particulier puisque je n'ai pas de carte. Donc, du coup, je travaille au jour le jour. Je vais faire mon marché, je vois des producteurs. Je fais partie de ces gens qui n'aiment pas les choses parfaites. J'aime l'imperfection dans la perfection, en fait. Donc, ma carotte, si j'ai 10 carottes différentes, ça ne me pose pas de problème. Et puis, je trouve ça tellement plus joli en fait que de voir un produit plutôt que de voir des choses toutes alignées, toutes calibrées, toutes identiques. On n'est pas des clones et personne n'est parfait, donc j'aime pas cette idée-là en fait. Et du coup, voilà, pour moi, c'était important de pouvoir être libre en fait. Et pour moi, la durabilité, l'écologie, c'est la liberté. Donc du coup, voilà, j'aime le fait de pouvoir aller le matin et me dire, aujourd'hui, j'ai envie de quoi ? Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de ça. Et j'ai envie de faire partager, du coup, cette idée de recette avec mes clients pour aujourd'hui. Puis demain, ça en sera une autre. Alors, il y a des jours où je suis un peu moins inspirée que d'autres. Avec le temps, avec tout. On est à Marseille, donc les Marseillais, quand il pleut, on est un peu ronchon. Voilà, quoi. Mais c'est l'âme, en fait, des gens. Et c'est pour moi ce qui fait vivre, en fait. Merci beaucoup. Du coup, on a l'exemple de 2 entrepreneurs qui se sont engagés, pas récemment, mais en tout cas où cette prise de conscience est arrivée petit à petit. Maxime Jacquier, vous travaillez, le cabinet Layton est un cabinet qui travaille avec des entreprises en France, à l'étranger. Vous les accompagnez sur le financement de la transition écologique. Est-ce que vous avez des exemples d'autres actions, d'autres projets justement concrets comme ça qui montrent que les choses bougent ? On parlait du transport actuel à l'instant. Il faut savoir que le transport de marchandises, 90% du transport de marchandises dans le monde est réalisé par le transport maritime. Et par exemple, l'année dernière, on a accompagné une société qui va développer un cargo à voile. L'objectif de ce cargo, c'est de pouvoir transporter les éléments des Ariane 6 par la mer, justement, et diminuer, grâce à la propulsion vélique, de 20 à 30% la consommation en fuel de ce bateau. Après, des exemples, on peut en avoir dans tous les types d'industries, tous les secteurs. On accompagne des collectivités. J'ai mon masque qui tombe. Des collectivités, par exemple, une collectivité qui a voulu penser un système pour chauffer ses piscines municipales, et donc qui a réutilisé la chaleur produite par des data centers. Donc on sait, un ordinateur, un data center en fait traite de la donnée, produit de la chaleur. Donc là en fait c'est des data centers qui sont immergés dans des cuves en inox avec de l'huile, et l'huile est chauffée finalement par l'ordinateur à 50 degrés, et c'est grâce à l'utilisation de cette chaleur on va pouvoir chauffer toute l'année cette piscine. On a d'autres exemples, par exemple dans l'industrie agroalimentaire, je reviens dessus. Par exemple, des industries agroalimentaires qui ont des groupes frigo. Quand on produit du froid, en fait, on produit de la chaleur également. Donc, on va pouvoir récupérer cette chaleur pour chauffer, par exemple, le bâtiment. Et tout ça, ce sont des opérations d'économie d'énergie qu'on peut concevoir et financer à travers des dispositifs privés ou dispositifs publics. Et c'est l'objet de notre accompagnement. Et est-ce que vous constatez aujourd'hui encore des freins ? Qu'est-ce qui freine justement les acteurs privés et publics aussi ? Et comment vous les accompagnez pour lever ces freins ? Le premier frein, en fait, c'est le manque de connaissances sur les solutions de financement possibles. Aujourd'hui, quand on va rencontrer un chef d'entreprise, un dirigeant d'une collectivité, un dirigeant d'un bailleur social, il n'y en a aucun qui va nous dire « je ne suis pas préoccupé par cet enjeu énergétique, cet enjeu écologique ». Par contre, pour beaucoup, ils ignorent en fait les possibilités de financement. Et c'est là qu'on va essayer d'intervenir, justement. On a un rôle de sensibilisation à l'ensemble des dispositifs qui existent, à l'ensemble des solutions qu'on peut déployer pour financer ces opérations, et construire avec le dirigeant un plan pluriannuel, une stratégie pluriannuelle, pour justement réaliser ces investissements et finalement créer
un cercle vertueux de l'économie d'énergie, un cercle vertueux de la transition écologique, puisque les premières économies d'énergie permettront de dégager de nouveaux financements, et ces financements de réinvestir. Et c'est comme l'exemple, par exemple, dans un foyer qui va isoler ses combles. Ce foyer va se rendre compte assez rapidement d'une économie d'énergie sur ses factures d'énergie, et peut-être ça lui permettra derrière de changer sa chaudière, et donc créer un cercle vertueux de l'économie d'énergie. Merci. Et du coup, Didier Réau, vous qui vivez ça encore une fois au quotidien, il y a de multiples projets aussi dans l'amélioration de la gestion du littoral et du cycle de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et comment le projet a été mené justement ? Alors, d'abord dire que de tout ce que je viens d'entendre, c'est typiquement ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, nous, les politiques, comme on dit, ou les pouvoirs publics. C'est que la solution, elle vient de l'idée et elle vient de l'innovation. Et les gens qui sont capables d'innover, ce sont les entrepreneurs. Parce que c'est la condition de la vie de l'entreprise et de la survie de l'entreprise. Un entrepreneur qui n'innove pas, qui gère pépère, ça ne marche pas. C'est l'innovation. Chacun dans son domaine a mis en avant finalement l'innovation. Et ça, il faut que le politique comprenne et fasse confiance à l'entrepreneur pour innover. Mais il faut qu'il soit capable d'accompagner. Et l'accompagnement, il est évidemment dans un certain nombre de structures. Alors c'est les collectivités locales, évidemment, qui ont des compétences, donc elles ne peuvent pas accompagner sur tous les sujets en fonction de leurs compétences. Et puis c'est aussi les agences d'État. Je pense à l'agence de l'eau, par exemple, les agences d'énergie, etc. Et puis toutes les politiques publiques qui sont menées par le gouvernement. Moi, mon boulot, il est très clair, c'est qu'au sein de la métropole, j'ai la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Il y a une politique publique au niveau de l'État qui est déclinée par l'agence de l'eau, qui met en place des financements, qui est hérité finalement, le programme d'action de l'agence de l'eau est hérité d'une discussion de l'ensemble des acteurs du bassin versant. Le bassin versant de la Méditerranée, ça part du Doubs, ça va jusque dans les Alpes-Maritimes et à peu près jusque en milieu de l'Occitanie. Et là, tous les acteurs, que ce soit les agriculteurs, les industriels, les politiques, les associatifs, etc., discutent ensemble pour mettre en place une politique publique sur 6 ans. C'est ce qu'on appelle le programme de l'agence. Et là, il y a de l'argent. Peut-être pas suffisamment, mais il y en a. Et donc, il faut qu'on soit en capacité, 1, de respecter les objectifs, et 2, de pouvoir choper dans la case Excel qui va bien, l'argent qui va permettre de financer l'action que nous avons. Ici, notre gros problème, et ça l'est de moins en moins, si vous voulez, c'est l'indicateur de la politique publique sur la gestion des milieux aquatiques, c'est la Méditerranée. C'est la qualité de l'eau en mer. Et la qualité de l'eau en mer, depuis quelques années, elle s'améliore. Elle s'améliore parce que la qualité des cours d'eau, des fleuves côtiers, s'améliore aussi. Et pourquoi ? Parce que l'ensemble des industriels qui rejetaient dans ces cours d'eau ont été obligés, incités, valorisés pour pouvoir mieux traiter leurs rejets. Les agriculteurs de la même façon. Et puis, chacun d'entre nous, nous avons notre mission pour mieux consommer moins d'eau, moins rejeter, pas jeter nos plastiques un peu partout, pas jeter nos déchets non plus, les trier. Nous travaillons avec des gens comme Citeo sur les bords de plage pour mieux trier les sachets que nous avons, les gobelets, les bouteilles de verre, de plastique. Et en 3 ans, par exemple, on a récupéré près de 100 tonnes de déchets uniquement sur nos plages. Donc tout ça, c'est notre mission. Le principal souci, je terminerai là-dessus, c'est d'arriver à faire comprendre que notre modèle qui existe depuis 30, 40 ans, 50 ans, de l'ingénierie, de la construction, du béton, de la protection par quelque chose de dur vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis des éléments, ne fonctionne plus. Et qu'il faut retourner finalement à une désimperméabilisation, c'est le mot qui est beaucoup employé, mais c'est le cas, ou une non-imperméabilisation des sols, qui sont la vraie solution du traitement de l'eau et finalement de sa capacité à s'infiltrer pour qu'elle nourrisse la nappe phréatique, mais aussi à être traitée et dépolluée finalement par la terre. C'est aussi le cas pour nos rivières, qui sont aussi, on l'a vu encore la semaine dernière, dévastatrices pour un certain nombre de territoires, parce que soit elles ne sont pas entretenues, soit leur cours a été dévié, il a été obstrué, il n'est pas entretenu, et donc il faut qu'on retrouve cette capacité de gérer l'espace naturel que sont nos cours d'eau. Moi, c'est mon travail au sein de la métropole, et il faut faire comprendre, et je terminerai par là, que le littoral, c'est magnifique quand on vient en vacances, mais qu'on est tous des habitants du littoral, parce que quelque part,
en haut du bassin versant, on a une action sur ce littoral de par notre vie quotidienne. Oui, donc de la terre à la mer, on y est complètement. Et je rebondis sur ce que vous disiez concernant le rôle des entreprises, parce que je crois que Christophe, au-delà de l'entreprise que vous avez créée, dont on a parlé, maintenant vous avez choisi d'aller plus loin dans votre action, de sensibilisation aussi des chefs d'entreprise, mais de support à des porteurs de projets environnementaux, en créant cette association. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, moi je me suis engagé dans l'environnement il y a 12 ans avec la créant cette entreprise qui intervient sur la transition énergétique. Et je me suis rendu compte que il n'y avait pas que la transition énergétique, c'était important, mais il y avait toute la protection de la biodiversité, par exemple. Et j'ai voulu en fait utiliser mon savoir-faire de dirigeant d'entreprise pour aller plus loin dans la démarche. Et l'association, le mouvement, en fait, c'est plus un mouvement que limite qu'une association. Entrepreneurs pour la planète, c'est finalement de fédérer des dirigeants d'entreprise, le plus grand nombre de dirigeants d'entreprise, autour de la cause environnementale, en mettant en action les dirigeants d'entreprise eux-mêmes, par du mécénat de compétences. Et l'idée, c'est qu'on fait territoire par territoire. On a commencé sur Marseille et la métropole. On identifie sur le territoire tous les projets à impact environnemental, tous les projets portés qui peuvent être soit par des structures de l'État, on collabore d'ailleurs avec le parc des Calanques, ça peut être avec par des associations, ça peut être par des startups, ça peut même être par des entreprises établies qui ont un projet qui peut avoir un impact positif pour l'environnement. Donc on les identifie, on les cartographie et on les met en avant sur une plateforme web qui s'appelle entrepreneurpourlaplanète.org. Et on permet à des dirigeants d'entreprise ensuite d'identifier un projet qu'ils ont envie d'accompagner, de mentorer et d'apporter finalement à ce projet le savoir-faire qui est celui d'un dirigeant d'entreprise, de transformer une idée en une réalité économique ou en une réalité, en quelque chose de réel et de développable. Et donc, le dirigeant d'entreprise va aider le porteur de projet dans sa stratégie, dans son organisation, dans la projection de son projet pour lui donner plus d'ampleur et le pérenniser. Alors, le bénéfice, il est double parce que pour le porteur de projet, c'est de bénéficier effectivement de ce savoir-faire-là, qui est un savoir-faire un peu spécifique, de bénéficier du réseau que peut avoir le chef d'entreprise, d'où l'aspect territorial. Donc, en bénéficiant du réseau du dirigeant d'entreprise, le projet peut se développer aussi plus facilement. Et à l'inverse, pour le dirigeant d'entreprise, c'est une façon de passer à l'acte. En fait, il y a une étude de l'ADEME qui montre qu'en gros, 80% des chefs d'entreprise en France et à peu près 70% des chefs d'entreprise, enfin, il y a d'autres études où 70% des chefs d'entreprise dans le monde sont conscients qu'il faut faire quelque chose et sont prêts à faire quelque chose. Le problème, c'est le passage à l'acte. Les chefs d'entreprise ne savent pas comment passer à l'acte. Ils veulent le faire, mais ils ne savent pas comment. Et là, l'association Entrepreneurs pour la planète leur permet de passer à l'acte. Et le passage à l'acte, c'est quoi ? C'est je vais accompagner un porteur de projet, je vais l'aider à se développer. Et en faisant ça, moi, je vais m'approprier en tant que dirigeant d'entreprise une démarche qui est celle d'un porteur de projet, d'un chef d'entreprise qui est imprégné par cette démarche environnementale, et je vais me l'approprier et je vais emmener ensuite mes équipes avec moi et je vais faire en sorte que mes équipes s'approprient aussi ces démarches-là de manière à changer en profondeur la perception que l'on a du rôle de l'entreprise par rapport à la cause environnementale, avec comme objectif final de faire en sorte que le dirigeant d'entreprise, principalement, et ensuite ses équipes, considèrent que protéger l'environnement, ça fait partie de nos responsabilités. Au même titre que de s'assurer de l'épanouissement de ses collaborateurs, la satisfaction de ses actionnaires ou l'équilibre de son bilan. C'est aussi important, moi je dirais voire plus, parce que si on ne fait pas ça, si nos entreprises n'évoluent pas vers ça, moi je considère que voilà, elles vont au devant de difficultés très importantes. Juste un point, ça va devenir compliqué de recruter si on n'a pas une démarche vertueuse, parce qu'on a du mal à recruter surtout les jeunes générations. Il y a beaucoup de partenaires autour de nous qui sont dans ces démarches-là. On va avoir du mal à trouver des partenaires financiers. Il y a les banques bougent, les compagnies d'assurance bougent. Puis au final, on va avoir des produits qui vont être moins bons parce qu'on aura des collaborateurs moins bons, on aura des partenaires moins performants, nos produits seront moins compétitifs. Donc à terme, si on ne bouge pas, nos entreprises vont disparaître. Donc, on a une bonne raison de le faire, on a envie de le faire, et Entrepreneurs pour la planète prend par la main les dirigeants d'entreprise pour les aider à passer à l'acte et changer leur mindset.
D'accord. Donc, en fait, on a parlé du rôle des collectivités et de ces projets qui sont menés, privés, publics. On parle du rôle des entrepreneurs et comment évangéliser, embarquer le plus de dirigeants dans cette transformation. Et puis, il y a aussi chacun d'entre nous, en fait, dans notre rôle de citoyen. Et vous, Vanessa Robuski, vous êtes au contact de vos clients. Vous les voyez tous les jours. Ils mangent vos produits locaux. Est-ce qu'ils ont conscience, justement, de la manière dont vous cuisinez et est-ce que vous échangez avec eux là-dessus? Alors, malheureusement, non. Je pense qu'il y en a peu qui se posent la question. En fait, ils sont là pour passer un moment. Je pense qu'ils veulent penser à rien d'autre. Et du coup, c'est pas que je pense pas que ça ne les intéresse pas, mais c'est pas de leur ressort, en fait, je pense. Et nous, comme le disait juste à côté de moi, voilà, Christophe, je savais plus ton prénom, pardon. Je suis d'accord, on doit faire encore des choses, on doit encore évoluer, mais aujourd'hui, on manque sacrément de moyens. Nous, aujourd'hui, on a quelque chose qui s'est créé qui est très bien. On peut faire de la collecte d'huile usagée qui est collectée gratuitement par certaines entreprises et qui sont ensuite réutilisées. Donc ça, c'est génial. Aujourd'hui, on peut faire le tri du verre chez nous, mais c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, nous, on est en centre-ville, on n'a pas moyen d'avoir des espaces pour faire du compost, pour avoir nos propres potagers comme on l'aimerait tous en tant que chef. Et on a besoin que la ville nous mette à disposition des conteneurs pour faire du tri plus performant, des choses comme ça. Après, il y a de la formation aussi, au-delà de ce côté-là. Il y a de la formation de par les chefs aussi, à apprendre à utiliser les produits dans leur entité pour pas faire de gaspillage, pour limiter un maximum les poubelles. Tout ça, c'est important et tout ça, ça fait partie aussi de notre métier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis contente d'entendre que la ville a un pôle écologie qui se crée et qui, j'espère, va faire des choses parce que oui, on peut faire des choses, nous, à nos échelles, mais ça manque encore, c'est pas assez. Et je pense que des restaurants dans la ville, il y en a énormément. Et si chacun d'entre nous mettait un petit peu plus son grain de sel là-dessus, on pourrait faire beaucoup plus. Mais voilà, on manque de moyens, malheureusement. D'accord. Donc encore beaucoup de choses à faire. Et du coup, pour conclure cette émission, Arthur, quel est le message que tu veux faire passer à nos auditeurs, aux Français? J'ai écouté Christophe tout à l'heure pour dire ces problématiques peut-être futures et même actuelles d'ailleurs, à essayer d'embaucher des jeunes et des talents. Écoutons la jeunesse, écoutons cette envie de se dire qu'on ne peut plus faire comme avant, qu'il y a une urgence à se transformer. Et donc j'écoutais aussi pareil ces questionnements sur tous ces déchets qu'on produit et qui finissent dans l'océan. Tout commence à terre. Tout commence dans notre consommation responsable. Et donc, c'est à nous aussi, individus, citoyens, d'aller impulser le changement en allant voir nos politiques, en votant différemment, en acceptant de se dire que d'acheter des produits manufacturés à l'autre bout du monde, c'est plus possible. Donc, peut-être même arrêter d'acheter du neuf. Il y a plein d'efforts qu'on peut faire tous collectivement, mais ça passera par le partage, ça passera par apprendre à travailler, à collaborer ensemble. Donc, que les entreprises aussi apprennent à se dire qu'ils ont un objectif commun, qui est de mettre au même niveau sa démarche d'impact, que sa démarche aussi d'exister et de construire une économie pérenne. Donc, pour moi, il y a la collaboration, l'écoute de la jeunesse et de se dire qu'on peut y arriver. Je voyais là il y a tout à l'heure la Chine qui disait qu'ils allaient faire des efforts considérables pour être zéro impact carbone net en 2060. Si l'Europe, la Chine, les États-Unis, demain, avec un nouveau président peut-être, arrivent à se dire qu'ils avancent, on pourra rentrer dans les accords du climat de Paris dans les années qui viennent. Donc on peut le faire. On sent l'impulsion aujourd'hui. Moi, je suis très positif aujourd'hui dans ce que je vois et dans le travail qui est fait, notamment avec Letton, là, avec mes partenaires sur ces questionnements et se dire que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et j'y crois, donc on va continuer à se battre, mais surtout tout le temps en se remettant en question et en se disant qu'on peut faire mieux, quoi. Moi, c'est un de mes combats quotidiens. Et cette énergie que j'ai, je ne peux pas l'avoir tout seul. Et il faut qu'elle soit partagée et épaulée. Et la jeunesse en a. L'expérience est là, mais la jeunesse en a. Et écoutons-la. Merci. Donc,
On a un momentum pour cette transition écologique. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci, un grand merci pour votre participation.